4 chevaux sont venus de l'Oural. Ils sont venus, crinière blanche au vent. 4 chevaux sont venus de l'Oural. Ils sont venus, crinière blanche au vent. Aïe, 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 Nicolas, cache, cache bien ta femme. Aïe, 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 Nicolas, le plus beau l'emportera. Hey! C'est la première musique que j'ai entendue de ma vie. Je suis dans mon berceau, je me tiens au barreau, je m'agrippe et j'appelle ma mère en me balançant d'avant en arrière. Maman, maman. Et puis ma mère, elle rentre dans ma chambre, elle me regarde dans les yeux et elle me chante cette chanson. 4 chevaux sont venus de l'Oural, et ils sont venus criner. Et là, ça me fait comme une chaleur dans le ventre. Je me calme, je regarde ma mère et j'arrête de me balancer. Puis après, ma mère, comme elle a des trucs à faire dans la maison, elle sort de la chambre et forcément, je recommence à me balancer. Maman, maman. Ma mère, elle revient dans la chambre. Nicolas, cache, cache bien ta femme. Aïe, 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 Nicolas, le plus beau l'emporte. Ma mère, elle en a marre des 4 chevaux qui sont revenus de l'Oural. Heureusement, elle connaît d'autres chansons, comme Pommes et poires fleurissent la chaumière. Et voici qu'apparaît la fermière, Katushka dans son... Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, je croyais que la fermière, elle s'appelait Caparet, que c'était son nom. Et voici qu'apparaît la fermière, je crois qu'elle s'appelait vraiment Caparet. Alors je grandis, je passe par-dessus mon berceau, je dévale les escaliers, je descends 4 à 4 et j'arrive dans le salon de mes parents, dans la petite maison qu'on avait à Oderghem au 44 Clos des Pommiers Fleuris. Et le premier truc que je vois, c'est ça. La chaîne stéréo de mes parents. Et à côté de la chaîne stéréo de mes parents, il y a les disques de mon père. C'est des trucs en carton très très lourds, qui sentent bon, avec Haydn, Handel, Brahms, Schumann, Beethoven, et bien sûr, le plus important de tous, Mozart, évidemment. Et il y a une couverture avec un mec qui joue du pipeau, là. Die Zauberflöten, ça s'appelle. Die Zauberflöten. La flûte enchantée. La flûte enchantée. Et j'ai 2 grandes sœurs qui sont plus grandes que moi, qui écoutent de la musique aussi. Elles ont déjà des disques. Il y a les Beatles, Maxime Le Forestier, toi le frère que je n'ai jamais eu. Je déteste carrément. Mais je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je sens tout de suite qu'il va me falloir un truc plus... Je sais pas comment expliquer, mais... Et un jour, avec mon père, il va acheter des rouleaux de papier carbone pour sa machine à écrire. Et en revenant à la maison, il va dans un magasin de disques pour discuter avec le vendeur. Et pendant qu'il discute avec le vendeur, moi, je vais droit sur la pile des disques rock. Et je trouve ça. C'est ça. Led Zeppelin 3. Bon, là, à l'époque, il y avait un truc qui tournait là, dans le disque, un truc en carton qu'on pouvait tourner, et dans les trous, ça bougeait. Et moi, je voulais vivre là-dedans. Et eux, c'était mes copains. Robert Plant, Jimmy Page, mais je leur parlais vraiment. Et j'avais dit à mes parents que j'allais partir en tournée avec eux. Ma mère, elle avait dit oui, oui, ok. Fais la vaisselle. Après, il y a eu plein d'autres disques. Santana, avec une fille sur une pochette. Moi, j'étais amoureux d'elle. Et dès que j'ai de la musique, je m'enferme dans ma chambre et je me balance. Mais ce qui est dingue, c'est que mon père, il s'est posé des questions toute sa vie. Et la dernière question qu'il s'est posée, ça a été, est-ce que, au moins, j'ai transmis le goût de Mozart à mes enfants? Monsieur Liebman? Oui, Madame Friedman? Monsieur Liebman? Oui, Madame Friedman? Monsieur Liebman?
C'est dommage que vous ne soyez pas mort à Auschwitz. C'est par ces mots qu'une charmante petite vieille accoste un jour mon père à la patinoire du bois de la Cambre, où il est venu corriger les copies de ses étudiants. Il y a encore des bancs devant ce qu'on appelait aujourd'hui les jeux d'hiver, et quelques vieux juifs, pour la plupart rescapés des camps, s'y asseyent pour parler entre eux. En yiddish, évidemment. Moi, j'accompagne mon père avec un ballon, et je sens sa main chaude sur mes doigts d'enfant, cette main bien propre, bien lisse, qui ne sait rien faire avec un marteau ou un tournevis, mais qui peut souligner des phrases dans un livre, tenir un bic, ou alors... taper à la machine pendant des jours entiers. Mon père a de la Sitzfleisch, comme on dit en yiddish. De la Sitzfleisch, ça veut dire de la chair à rester assis. Messieurs Liebmann. Oui, madame. Ah, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Non, parce que j'ai fait lire mon texte à ma mère pour savoir ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit de ne pas dire Madame Friedman, parce que Madame Friedman existe encore. Mais plutôt Madame... Madame Katz. Ah, Madame Katz. Voilà, Katz. Ok. Madame Katz. Alors, Messieurs Liebmann. Oui, Madame Katz. C'est dommage que vous ne soyez pas mort à Auschwitz. Mon père continue sa route sans répondre, et moi, je sens tous les regards tournés vers nous et prêts à nous fusiller. Mais au fait, qu'a fait mon père pour mériter pareille remarque de la part d'une charmante petite vieille, toute gentille, toute mignonne, que la famille connaît un petit peu? A-t-il étranglé des vieillards à main nue? A-t-il mangé des enfants? Non. Mon père est juif, comme cette brave Madame Katz d'ailleurs, sauf que mon père est un juif un peu particulier. Il est plutôt petit, mais dans la moyenne, 1m72 exactement. Il porte une barbe et des lunettes qui cachent un regard un peu triste et un peu vitreux. Il met souvent un pantalon beige et une veste marron. Rien d'extraordinaire en somme, sauf que mon père est un juif pro-palestinien. Mon père disait. Le peuple palestinien a été spolié de sa terre et continue de l'être par l'État israélien. Le fait d'avoir habité une terre il y a 2000 ans ou le fait d'avoir subi la Shoah n'est pas une raison suffisante pour opprimer un peuple. Et le racisme, au même titre que l'antisémitisme, doit se combattre partout dans le monde. Et pour ma part, je n'ai pas envie de vivre dans un État juif où les juifs se retrouvent entre eux. À l'école, quand on parlait politique, parce qu'à l'époque, on parlait encore politique à l'école, je tentais de convaincre les élèves avec lesquels je discutais entre le cours de maths et le cours de français. Ouais, mon vieux, le peuple palestinien, hein, il a été spolié de sa terre et il continue de l'être par l'État israélien. Ouais, mon vieux, le fait d'avoir habité une terre il y a 2000 ans ou le fait d'avoir subi la Shoah, eh ben, c'est pas une raison suffisante pour opprimer un peuple. Le racisme, mon vieux, au même titre que l'antisémitisme, faut combattre ça partout dans le monde. Et pour ma part, je n'ai pas envie de vivre dans un État juif où les juifs se retrouvent entre eux. Mais, allez savoir pourquoi, comme mon père le disait, c'était clair. Il balançait ses arguments comme Björn Borg balançait ses coups droits du fond du cours et personne ne pouvait lui résister, alors que moi, je me faisais rabaisser mon clapet par les grands. Arrête de répéter bêtement ce que dit ton père. On l'a encore vu hier à la télé. Ma mère dit que c'était un traître, un renégat à la solde des Arabes qui sont pleins de pognon. Il aurait mieux fait de mourir à Auschwitz comme la moitié de la famille de mes parents. Et je restais là, seul, sous le préau, comme un con. Mais, au fait, comment en étions-nous arrivés à cette situation? Comment mon père réussit à se faire détester à ce point par sa propre communauté? Parce que pas mal de juifs de Belgique voulaient vraiment la mort de mon père. D'ailleurs, la maison était parfois gardée par des flics qui stationnaient devant la porte pour nous protéger. Des gendarmes pour protéger la maison d'un homme qui avait appris à chanter « À bas l'État policier » à ses propres enfants. Et je me souviens être passé plusieurs fois devant les flics en les saluant, avec des disques de Deep Purple planqués sous ma veste que je venais de piquer à l'innovation.
Donc, des gens voulaient vraiment la mort de mon père parce qu'il était pro-palestinien. Pourtant, il n'était pas né comme ça. Il n'était pas sorti du ventre de sa mère avec une grenade et un couteau dans chaque main comme tous ces terroristes de l'OLP. Au contraire, issu d'une famille juive traditionnelle, il obéissait à l'autorité d'un père qui aimait Israël, la Belgique, le roi et faisait tout pour se faire accepter. Mon grand-père Lazare, petit commerçant venu de Pologne, passait son temps à essayer de s'introduire dans les cercles politiques belges en essayant de rendre service aux uns et aux autres pour se faire accepter. D'ailleurs, il y avait une chanson qui courait à son époque pour le désigner parmi les bourgeois de la ville et qui disait « Allez les gars, encore une bouteille, c'est toujours Liebman qui paye. » Allez les gars, encore une bouteille, c'est toujours Liebman qui paye. Ma grand-mère, Salah, était arrivée de Pologne, dans un pays où elle ne connaissait absolument personne et dont elle ignorait la langue, pour épouser un homme qu'elle allait devoir apprendre à aimer. C'est avant tout la mère de mes enfants, disait à son propos mon grand-père, croyant ainsi lui rendre hommage. Elle ne sortait de sa cuisine que pour servir ses fils, Henri, le beau, Marcel, le bagarreur, Léon, l'intelligent, et Jean-Claude, les tout petits. Et mon grand-père distribuait les baffes quand les devoirs n'avaient pas été faits à temps. Ce qui, entre parenthèses, n'arrivait presque jamais car les 4 fils Liebman étaient toujours premiers de la classe, même si, Shabbat oblige, ils n'y allaient pas le samedi. La famille de mon père était une famille de règles, d'ordre, de discipline, de morale, de droite. De droite. De droite. Tout simplement. Chaque fois qu'il en a l'occasion, mon grand-père emmène ses enfants au défilé militaire et on peut toujours les voir à côté du drapeau. Quand il est petit, mon père a peur de presque tout. Du vent, des poules, du voisin d'en haut, du voisin d'en bas, de la femme du voisin d'en bas, des curés qui passent dans la rue avec des enfants chœurs, et à cette époque, il paraît qu'il y en avait beaucoup. Quand il partait à l'école, il priait Dieu pour ne pas faire caca dans sa culotte. Mais au lieu de dire « Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad », comme son père lui avait appris, il disait « Mon Dieu, si tu existes, fais que je ne fasse pas caca dans ma culotte aujourd'hui. » Et puis, la guerre éclate et malgré les grandes relations de mon grand-père, mon père et ses frères cessent d'aller à l'école communale de Schaerbeek pour se cacher dans des caves et des pensionnats. Fini les traversées de la ville pour aller voir un film de Charlot. Fini les traversées du pays pour aller voir jouer le Beerscott, la meilleure équipe de foot du moment. Fini les balades en famille au bois de la Cambre, mais c'est pas grave, parce que la famille est forte et unie, et surtout, les Alliés vont gagner la guerre en moins de 2. Au clair de la lune, la Royal Air Force qui lâchait des bombes sur la tête des Boches. Hitler en colère, gît dans sa culotte. Chantent mon père et ses frères dans un sous-sol bruxellois, mais pas trop fort, de peur qu'un voisin mal intentionné ne les dénonce à la Gestapo, ou à la police belge, ou même à la JB, l'agence juive de Belgique, qui était destinée à faire le tri avec les Allemands, entre les Juifs qui devaient partir pour le travail obligatoire à Malines, et la suite, vous la connaissez, et ceux que l'on pouvait protéger, en général, les riches, évidemment. Et tous les soirs, mon père entre dans notre chambre, à ma petite sœur et à moi, pour nous raconter les aventures de la famille Liebman en Belgique occupée. Ça avait l'air chouette. Avec mon père, la guerre ressemblait à un album de Tintin. Et c'est à ce moment-là qu'on change de trottoir en vitesse, car votre oncle Jean-Claude, qui était le plus petit, avait aperçu le gros Jacques, un juif comme nous, sauf que lui faisait des rondes pour donner des juifs aux Allemands. Et c'est à ce moment-là qu'un voisin frappe à la porte pour nous prévenir que les Allemands sont dans la rue et qu'il faut filer par les toits immédiatement. Et c'est à ce moment-là que le chauffeur de la maison communale décide de faire demi-tour car le parcours est devenu trop dangereux. Il avait pourtant prévenu de nous conduire à la frontière française où bon papa connaissait des gens qui pouvaient nous cacher. Mais il y avait des bombardements sur la route et le chauffeur décide de rentrer. Même que votre oncle Jean-Claude, qui était le plus petit, se met à pleurer parce qu'il avait vu une vieille femme sur le bord de la route qui avait perdu ses jambes et tous ses pieds. Mais papa, pourquoi oncle Jean-Claude a dit ses jambes et tous ses pieds? On n'en a que 2 des pieds. Ma petite sœur posait vraiment des questions à la con. Silence! C'est moi qui raconte.
Quand on lit un livre de Victor Hugo, on ne le réveille pas dans sa tombe pour lui poser des questions. Je continue. Et c'est à ce moment-là que votre oncle Henri, qui était le plus grand, prend son élan pour envoyer un crachat fabuleux. On s'emmerdait tellement dans la chambre de ce pensionnat catholique où avec mes frères on était cachés que votre oncle Léon, qui était le plus malin, avait inventé un jeu. Il fallait cracher le plus près possible d'un crucifix accroché au mur, mais sans le toucher. Et c'est au moment précis où le crachat d'Henri allait presque toucher la jambe du petit Jésus que le curé ouvre la porte de la chambre et que nous sommes priés d'aller nous cacher ailleurs en pleine nuit. Et c'est à ce moment-là... Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, parce que mon oncle Léon, le frère de mon père, à qui ma mère a passé le texte secrètement pour savoir ce qu'il en pensait, a dit à ma mère de me dire de ne pas dire que c'était Henri qui avait craché sur le crucifix, mais plutôt lui. Et que, à part ça, il trouvait le texte très bien. Parce que ce que mon père ne nous racontait jamais, à ma petite sœur et à moi, pour nous endormir, c'est qu'un jour, mon grand-père Lazare envoie Henri à la maison communale de Schaerbeek pour aller chercher un document important. Il veut rendre service à un ami arrivé d'Amsterdam, où pour les Juifs, c'est encore plus dangereux. C'est très risqué. Et malgré les récriminations de sa femme et la peur de son fils, mon grand-père ne faiblit pas. Il veut rendre service à un ami, et pour mon grand-père, c'est important. Mon oncle Henri, qui a 15 ans à l'époque, part à la maison communale de Schaerbeek et ne revient jamais. Des années après les faits, mon grand-père, qui est encore occupé à faire une réussite dans le salon, comme s'il veut oublier quelque chose absolument, se met à gueuler sur sa femme pour je ne sais quelle raison. Hat man nicht den Scheinig. Hat man nicht den Scheinig. Il se fait rabrouer par sa femme pour la première fois de sa vie, d'une petite phrase discrète venue du fond de la cuisine et prononcée entre ses dents, qui dit « Eyo veyosret, eyo veyosret », ça veut dire « écoute qui parle ». Ou encore « à ta place, je fermerai ma gueule et je me ferai discret ». Après la guerre, quand les enfants juifs peuvent revenir à l'école, aucun professeur ne demande à mon père où est passé son frère Henri. Alors mon père, toujours bien sage, toujours bon élève, continue ses études. Et maintenant, quand on emmerde ce qui reste de ses frères en les traitant de salioupins, maintenant qu'il est le plus grand, il rend les coups. Puis mon père, toujours bien sage, toujours bon élève, rentre à l'université. Et le soir, dans sa chambre, en plus de bloquer ses cours et ses syllabus, il apprend l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le néerlandais, en faisant des listes de 100 mots par jour qu'il doit absolument connaître pour le soir même et utiliser dans une conversation le lendemain matin. Alors mon père, toujours bien sage, toujours bon élève, sort de l'université avec une grande distinction. Et là, mon oncle Jean-Claude, l'autre frère de mon père, le plus petit, qui a quand même 85 ans aujourd'hui, et à qui mon oncle Léon a aussi passé le texte secrètement pour savoir ce qu'il en pensait, a dit à mon oncle de me dire que quand mon père est rentré de l'UNIF avec sa grande 10, sa mère, ma grand-mère, qui regrettait toujours son fils Henri, qui était le plus beau, le plus doux, le plus gentil, avait dit à mon père, en voyant la grande 10, « Mehr Mazel wie Seichel, Mehr Mazel wie Seichel ». Ça veut dire plus de chance que d'intelligence. Et qu'à part ça, il a dit qu'il trouvait le texte très bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment mon père, ce bon juif, qui allait à la synagogue, qui avait fait sa bar mitzvah, qui avait été meurtri par la Shoah, comment ce bon Belge, conformiste, royaliste, léopoldiste, anticommuniste, comment se débrouille-t-il pour devenir ce monstre de juif pro-palestinien? Ben, la faute à une femme, évidemment. Mais celle qui allait devenir la sienne, ma mère, Adeline Weisblatt, et qui venait d'une famille juive, elle aussi, mais d'une famille juive un peu différente. La famille de ma mère était une famille d'humour, de blagues, comme celle des deux juifs qui veulent assassiner Hitler en 1936, parce qu'ils ont l'impression que leur situation ne va pas aller en s'améliorant. Alors qui étudient son parcours pour être sûr de ne pas se louper et qui se rendent compte, après 1 an de filature, que Hitler promène son chien tous les jours à 6 heures en bas de chez lui. Alors, le jour J, à 6 heures, ils l'attendent avec une carabine, ils se cachent derrière le coin.
Mais à 6 heures, pas d'Hitler. 6h30, pas d'Hitler. 7 heures, pas d'Hitler. 8 heures, pas d'Hitler. À 10 heures, il y en a un qui dit à l'autre « Oui, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. » Une famille de blagues, d'humour, de chansons, d'amitié, de valeurs humanistes, de gauche, tout simplement. Une famille qui avait aussi traversé la guerre et ses atrocités, mais avec un peu plus de bol, question déportation. D'ailleurs, mon grand-père, Israël, petit commerçant venu de Pologne, lui aussi, s'en foutait complètement du roi, des règles, du patriotisme. D'ailleurs, de patrie, il n'en avait pas, et sur son passeport, c'était écrit « apatride », ce qui veut dire « sans pays ». Et parfois, à la fin d'un repas qu'il avait préparé lui-même, et auquel sa femme assistait assise à la table du début à la fin, et sans débarrasser. Mon grand-père, Israël, disait que Israël avait rendu les Juifs fous. Mon grand-père, Israël, disait « Le peuple palestinien a été spolié de sa terre et continue de l'être par l'État israélien. Le fait d'avoir habité une terre il y a 2000 ans, ou le fait d'avoir subi la Shoah, n'est pas une raison suffisante pour opprimer un peuple. Et le racisme, comme l'antisémitisme, doit se combattre partout dans le monde. Et pour ma part, je n'ai pas envie de vivre dans un État juif où les Juifs se retrouvent entre eux. » Et pour mon père, c'est comme si la mer s'ouvrait en deux. Mais au lieu de fuir et de ne jamais remettre les pieds dans cette maison de dingue, le jeune Marcel, qui aime Adeline, revient de plus en plus souvent partager le repas des Weissblatt, leurs blagues, leur humour, leurs chansons, tout en yiddish évidemment, et bizarrement, le regard du jeune Marcel devient un peu moins triste et un peu moins vitreux. Le problème, c'est qu'à cette époque, mon père, il est timide. Alors, au prix d'un effort extraordinaire, il emmène Adeline dans sa chambre pour lui donner des cours d'anglais. Mais, comme il est vraiment timide, au lieu de l'embrasser, tout simplement, il lui dit « Miss Weissblatt, would you like to come in England with me ?» Et ma mère, qui ne comprend absolument pas l'anglais à l'époque, répond « Yes, Marcel. Of course. Certainly. » Adeline et Marcel Liebman ont quitté leur pays. Par le hublot, ils regardent la côte et leurs fantômes aussi. Ils s'aiment, et la traversée durera toute une année, jusqu'à ce que l'amour les unisse en 56. 56. Année politique. Marcel et Adeline Weissblatt sont maintenant inscrits à la Very British School London of Economy. Mais mon père va rencontrer un homme qui va tout changer. Il est prof, il est sympathique, mais il est marxiste. 56. Année politique. Alors, entre une balade dans Hyde Park et une cup of tea, mon père et le professeur Miliband vont discuter pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois entiers, de Marx, d'Engels, de Gramsci, mais aussi de Picasso, de Mozart, de Trotsky. Et sur le bateau qui le ramène en Belgique, mon père se dit... Merde, je suis de gauche moi aussi. Merde, je ne crois plus en Dieu. Merde, merde, je suis amoureux. Merde, c'est la passion. La passion, c'est pas bon. Merde, c'est l'émotion. Non, merde, la pulsion. Non, pas la pulsion. Non, il me faut la raison, la raison. Un homme est un homme, et la lutte des classes est le seul combat. Et tous les soirs, Mon père entre dans notre chambre
à ma petite sœur et à moi, et en plus de nous raconter ses aventures de petits juifs cachés pendant la guerre, il nous raconte ses aventures de jeunes marxistes militants. Et c'est à ce moment-là qu'avec Ralph Miliband, on reçoit un cigare des mains de Fidel Castro. Et c'est à ce moment-là que je tends les clés de ma Simca 1000 à un certain Nasser que je ne connais pas, mais que je viens de rencontrer dans un restaurant, car il faut aider les Fedayeen algériens qui ont besoin de véhicules pour lutter contre l'État colonialiste français. Et c'est à ce moment-là que je saute du tram pour en découdre avec la police, car en Belgique aussi, la révolution allait éclater. Mais tout ce que j'entends dans cette manifestation contre le gouvernement Eyskens, c'est des ouvriers flamands complètement amorphes et qu'on entend à peine quand ils chantent Eyskens. Button, Eyskens, Button. Ce qui veut dire Eyskens dehors en néerlandais que j'avais appris tout seul dans ma chambre de bonne en même temps que l'allemand, l'italien. Excusez-moi. Non, parce que Matteo Alalouf, un sociologue avec lequel mon père a milité longtemps et à qui ma mère a aussi passé le texte secrètement pour savoir ce qu'il en pensait, a dit à ma mère de me dire que les manifestations contre le gouvernement Eyskens avaient été très violentes et pas du tout amorphes comme je l'avais écrit. Et que c'était très important de le souligner parce qu'il ne fallait pas croire qu'en Belgique, les ouvriers se laissaient faire. Et que la lutte syndicale était une chose extrêmement importante, surtout aujourd'hui, à l'heure où des semi-fachos sont au gouvernement. Et qu'à part ça, il trouvait le texte très bien. Donc, en plus de mon éducation et de celle de mes sœurs, qu'il agrémentait de blagues, d'humour, de chansons, pas toujours en yiddish, fort heureusement, en plus de son métier de professeur d'université, où il réussit le miracle d'être vraiment de gauche sans se faire virer, en plus de ses cours qu'il préparait la nuit quand il avait une insomnie, ce qui arrivait souvent, et qu'il répétait comme un acteur de théâtre, en tournant pendant des heures autour de son bureau, une main dans le slip, l'autre sur son menton, des cours qui, entre parenthèses, étaient suivis par 2000 étudiants qui le détestaient ou le vénéraient, c'était selon. En plus des revues politiques qu'avec ses amis il avait créées et qui le rendaient dingue parce qu'il devait tout corriger et qu'ils en vendaient 3 par an et que l'imprimeur téléphonait tous les jours à la maison pour avoir son pognon. En plus de la lecture quotidienne du Soir, du Monde, du Drapeau Rouge, le journal du Parti communiste belge auquel il n'avait jamais été inscrit mais qu'on allait quand même chercher ensemble par solidarité à la librairie et même que ça m'énervait parce que je devais attendre à chaque coin de rue parce que mon père lisait le journal en marchant. En plus de l'apprentissage du russe, qu'il ne maîtrisait pas encore, contrairement à l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Ça, il me l'a assez répété quand j'avais des mauvaises notes en flamand. En plus des chansons de Mozart qu'il chantait avec ma mère dans le salon, et qu'il chantait somme toute assez bien. Te giorno faticar, piova vento sopportar, mal mangiare, mal dormir. En plus des chansons des Beatles, qu'il trouvait débiles, mais qu'il traduisait quand même pour ses grandes filles qui les adoraient. Non, pas Don't Let Me Down, Don't Let Me Down, Down avec la langue en dessous du palais. En plus des spaghettis qu'il préparait pour toute la famille et du ménage dont il s'occupait à fond parce que même la lutte des femmes et le MLF, il était pour. Mon père se met à écrire des bouquins. Pas des romans, hein, pas des BD, non. Des livres pour les grands. La révolution russe. Le léninisme sous Lénine. Connaître Lénine. Ce que Lénine a vraiment dit. Et je me souviens qu'un jour, en regardant la couverture de son nouveau livre, je lui ai dit « Mais papa, ce que tu avais écrit sur Lénine dans tes autres livres n'était pas la vérité, parce qu'aujourd'hui, tu en as écrit un sur ce que Lénine a vraiment dit. » Puis mon père se met à écrire d'autres livres sur le Parti ouvrier de Belgique, et bien sûr, évidemment, né juif, sur son enfance juive pendant la guerre. Et celui-là, je me souviens qu'il avait écrit à Montalivet, un camp naturiste où on était partis en famille, parce que c'était en vogue à l'époque. Comme si mon père avait eu besoin de se retrouver dans un camp naturiste pour écrire un livre sur les camps. Mais né juif, un livre qui plaît beaucoup à la communauté juive de Belgique, pour une fois. Surtout pour le début, où il parle du nazisme et des déportations, mais pas tellement pour la fin, où il donne son avis sur le conflit israélo-palestinien. Et bizarrement, les voitures de gendarmes se remettent à faire des tours du pâté de maison.
Mais à cette époque, mon père, il rentre moins souvent dans notre chambre, à ma petite sœur et à moi, parce que, à cette époque, le professeur Liebman passe à la télé pour donner son avis. J'ai souvent essayé de cerner le critère. Si un critère est possible, quel est le critère qui fait l'homme de gauche? On pourrait dire qu'il est, je sais pas, il a une confiance plus grande dans le peuple. Ça me paraît, vous voyez mon geste, ça me paraît très approximatif, pas faux, approximatif. Si on croit qu'il est contre l'autorité, il y a des arguments qu'on peut faire valoir et qui obligent à relativiser ça beaucoup. Mais finalement, je crois que le critère que je retiens et qui me paraît malgré tout pertinent, c'est que l'homme de gauche, au contraire de l'homme de droite, tente autant que faire se peut de réduire les inégalités et porte un projet, s'il y a un projet, et porte une conviction, s'il a une conviction, qui sont fondamentalement de type égalitaire. Pour plus d'égalité ou pour moins d'inégalité. Ça, pour moi, c'est essentiel, c'est crucial pour l'homme de gauche. Nous remercions le camarade Gossens pour son intervention et la parole est maintenant à monsieur Liebman. J'ai élaboré et rédigé la motion suivante que je soumets à votre attention. L'Assemblée libre affirme la nécessité urgente de... Mai 68. Liebman enseigne à l'université de Bruxelles. Il y mène aussi la contestation, mais à sa façon. Dans les assemblées libres, il plaide pour la politisation et les organisations. Dans les syndicats, il exalte le radicalisme des étudiants, à gauche et à contre-courant, combatif et opposant. Tel est Marcel Liebman. Lorsque je constate que des instances universitaires qui n'ont jamais été des exemples d'esprit démocratique parlent de la nécessité urgente de réformes démocratiques, eh bien, je me tiens le raisonnement suivant, c'est quand la droite la plus conservatrice devient tout à coup démocratique, je me méfie de leur démocratie. Le fait que les ouvriers s'engagent dans ce combat pour le suffrage universel, sans lequel il n'y aurait pas de parti ouvrier, puisque ce parti avait besoin des suffrages ouvriers, et les ouvriers n'avaient pas le droit de vote. Alors pour que les ouvriers s'engagent dans ce combat, il a fallu qu'on les convainque, qu'on leur fasse comprendre que leur sort à eux, matériel et moral et politique, était lié à leur entrée au Parlement, à l'entrée de leurs délégués au Parlement. Or, les ouvriers wallons surtout étaient en 1880 et 1890 soit apolitiques et pas informés, soit dans un état de révolte tel que le suffrage pouvait leur paraître dérisoire. Ce bulletin de vote qu'on glisse dans l'urne, c'est pas ça qu'il leur fallait. Croyez les plus convaincus d'entre eux. Ce qu'il leur fallait, c'était de la dynamite. La dignité. Non, la dynamite, pas la dignité, la dynamite. Et la révolution, on voulait dire? Oui, l'agitation, or, parce que c'est des mineurs. Et pour les mineurs, la dynamite, c'est un outil de travail à portée de la main. Ils l'employaient au fond des mines. Alors quand ils étaient vraiment très furieux, ils le sortaient du fond de la mine et ça pétait. Et il faudra qu'on en vienne à reconnaître l'OLP et le plus vite sera le mieux. Cela, ce n'est pas un cadeau pour l'emploi palestinien. Cela, ce n'est pas une punition qu'on inflige aux Israéliens. Sans cela, il n'y aura pas la paix. Et je le dis en tant que socialiste, en tant que démocrate, et pourquoi pas le dire aussi en tant que juif. Le peuple israélien a besoin de paix, et même, s'il est souvent aveugle, il mérite la paix autant que n'importe quel peuple. Eh bien, pour que cette paix naisse un jour, il faut que les amis d'Israël, quels qu'ils soient, comprennent que le langage de la complaisance n'aide pas Israël. Oui, aide Israël l'annexion, mais n'aide pas en Israël les hommes et les femmes qui luttent pour la paix. Et puis il s'agit aussi et surtout de ce peuple palestinien dont on a dit, pas tout à fait à tort, j'aime pas beaucoup ces comparaisons, mais en l'occurrence, elle n'est pas mauvaise, que ce sont les Juifs du Moyen-Orient.
Il s'agit enfin du peuple palestinien et savoir combien de temps encore il sera le paria, le déraciné, le révolté. En tout cas, tant qu'il sera paria et tant qu'il sera déraciné, il ne pourra être que révolté d'une révolte que tout démocrate jugera pour équitable, pour juste et pour nécessaire. Quelle fierté pour mon grand-père vieillissant de voir que son fils, Marcel, était devenu quelqu'un d'important. Mais quelle tristesse de voir qu'il n'était pas l'ami d'Israël. Et la joie retombait définitivement quand le lendemain, un ami de la communauté l'appelait au téléphone pour lui dire qu'il avait vu son fils Marcel à la télévision et que c'était dommage qu'il ne soit pas mort à Auschwitz lui aussi. Mon grand-père en est mort de honte et de chagrin seul à Fontroy, dans un hospice pour vieux. Mais mon père, lui, il continue de militer. Mais plus que les bourgeois du monde entier qui voulaient supprimer, c'est moi qui en pâtissais. Parce que mon père ne faisait pas que me parler pour m'endormir dans mon petit lit douillet, non. Il m'utilisait physiquement dans sa lutte jusqu'à la victoire totale de la Révolution. À 4 ans, par exemple, pour la fête du Colibri, le jardin d'enfants où j'étais inscrit, alors qu'il était prévu que je chante « Mon petit âne gris », il me fait monter sur une chaise pour chanter l'Internationale devant la directrice et tous les parents ébahis. À 6 ans, c'est sur ses épaules que je participe aux manifestations pour ou contre le Chili, je ne sais plus très bien. Et c'est sur ses épaules que je hurle « Pinochet assassin, Pinochet assassin ». Et moi, je croyais que le Pinochet était un petit poisson. À 9 ans, il me donne raison quand je me fais virer de la classe par un professeur, même si c'est moi qui l'ai insulté. À 11 ans, on rentre ensemble dans les magasins de disques et à l'Innovation. Pendant que je dois surveiller le vendeur, il dessine des croix gammées sur les pochettes des disques de Michel Sardou. À 9 ans, non, à 10 ans, en vacances dans la Loire, où on était parti visiter les châteaux. Il me fait rentrer dans un restaurant pour dire aux bourgeois qui sont attablés de bien profiter de leur foie gras et de leur repas très très cher, parce qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et celle de François Mitterrand, ce sera certainement le dernier. Malheureusement, pour mon père, son petit garçon allait se mettre à changer. Parce que comme quelques mecs de mon lycée, je passais de hippie révolutionnaire à punk. Rien à foutre de la société. Mon père n'avait rien contre les cheveux jaunes, même si la philosophie Nos Futurs ne correspondait pas à un homme qui croyait en la révolution. Mais ce qui lui fit beaucoup plus mal, c'est que plus tard, dans les années 80, plus personne ne songeait à faire la révolution. C'est vrai. C'était devenu complètement con à l'époque, dans les années 80, de manifester en groupe dans la rue. D'ailleurs, il n'y avait presque plus personne à ses cours, et même ses étudiants s'en foutaient un peu. Et là, évidemment, mon cousin Daniel, le fils de mon oncle Léon, qui a à peu près mon âge et qui continue de militer, et à qui Léon a aussi passé le texte secrètement pour savoir ce qu'il en pensait, a dit à Léon de me dire qu'il y avait toujours eu du monde au cours de mon père. Et que c'était seulement pour les petits branchés de mon espèce que manifester en groupe dans la rue était devenu complètement con. Et qu'à part ça, il a dit qu'il trouvait le texte pas mal. Ah, c'est vrai. Il a raison, le cousin Daniel. Ce qui comptait à l'époque pour les petits branchés de mon espèce, c'était sortir en boîte, gagner du pognon, rencontrer des gens importants. Lio, le prince Philippe, Plastique Bertrand. Et puis un soir en boîte, je rencontre mon miliband à moi. Il s'appelle Khalid, Khalid Amirkan. Il ne connaît rien à l'histoire du Chili, de la Shoah ou du Parti ouvrier de Belgique. Par contre, il est marrant, m'appelle mon frère et me serre dans ses bras.
Et souvent, avec Khalid, après avoir crocheté une voiture pour voler un carnet de chèques, il m'invite chez lui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et là, dans sa chambre, je me balance sur des nouvelles musiques que je ne connais pas. James Brown, Cool and the Gang, Marvin Gaye, de la musique de Black, de la musique qu'on entend en boîte. Et puis un jour avec Khalid, on goûte un truc que son frère nous a laissé dans un petit morceau de papier. Un truc marron qui ressemble à du sucre brun et qu'on appelle l'héros est là. Pa, 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 pa. C'est la mer qui s'ouvre en deux. Non, non, c'est mieux. C'est la terre qui s'arrête de tourner. Non, c'est encore mieux. C'est ma propre tête qui arrête de tourner. C'est ma propre tête qui arrête de me torturer en me racontant des conneries du genre pourquoi t'es moche? Pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi t'as un gros nez? Pourquoi on t'appelle Riton? Pourquoi on t'appelle pas Henri comme ton oncle déporté? Tout ça, c'est terminé. Je me pose plus aucune question. Une chaleur merveilleuse envahit mon esprit. Je suis bien. Je n'ai même plus besoin de me balancer. Quand je rentre de l'école, que j'arrive à la maison, je ne m'engueule plus avec ma petite sœur. Je range même la cuisine de ma mère pour lui faire plaisir. Et quand je croise mon père dans l'escalier, j'ai de nouveau envie de parler avec lui. Je suis bien. Je suis au top. Comme quand j'étais ce petit garçon tout gentil, tout mignon, et qui faisait rigoler les gens autour de lui. Les autres ne le savent pas encore, mais en réalité, je suis complètement défoncé. J'ai découvert le grand amour de ma vie, et à partir de maintenant, il y en aura souvent. Salut fils. J'ai fait des spaghettis. Tu manges avec nous et je te raconte ma journée? Mais non, papa. J'ai rendez-vous avec des copains. Et si c'est toi qui nous racontais ce que tu fais en ce moment? Il paraît que tu veux faire du théâtre. Maman a dit que tu voulais partir à Paris. Mais non, papa. Merde. J'ai jamais dit ça. Et hop. Je mettais de belles chaussures et j'allais faire la fête avec mes copains. Faire la fête. Faire la fête. C'est comme ça qu'on dit quand on va boire des coups.
chaussée d'Ixelles, accroché au toit d'une voiture qui fonce à du 180, pendant que les gens normaux vont travailler. La passion. Vivre la nuit, dormir le jour, et surtout être bien habillé. L'émotion. Se faire virer d'un travail et en trouver un autre le lendemain matin. La pulsion. Mon père a eu les années 60 et moi, j'aurai les années 80. Et puis mon père est tombé malade et devient trop faible pour me poser des questions. Le cancer, ça s'appelle. D'abord du rein, puis très vite généralisé. Il est tout maigre et c'est lui qui reste en pyjama maintenant. Il prend une année sabbatique pour se reposer, mais tout le monde sauf lui, bien sûr, qui veut lutter jusqu'au bout, c'est que c'est foutu, qu'il ne retournera jamais à l'université. Madame Friedman ou Madame Katz, ou Madame qui vous voulez peut se frotter les mains. Ça ne va plus durer très longtemps maintenant, même si ça ne se terminera pas à Auschwitz, comme elle l'aurait souhaité. Quelques étudiants, quelques amis politiques passent souvent le voir dans sa chambre pour lui poser des questions. Mais sa voix ne porte plus qu'à 5 cm à la ronde et ma mère est obligée de les congédier. Quelques membres de la famille avec lesquels il était fâché passent aussi le voir dans sa chambre, comme s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner. Je les vois passer dans le fond du couloir, sans leur dire bonjour. Puis je rentre dans la chambre de mon père pour savoir comment ça va. Et la réponse est toujours la même. Ça va aller, fils. Ça va aller. Je suis plus fort que cette saloperie. Hier, j'avais terriblement mal, mais aujourd'hui, ça va mieux. Il a l'air pas mal, ce nouveau médecin. Il était méconnaissable. Tout lui faisait mal. Boire un jus d'orange, porter ses lunettes sur son nez, remonter la couverture sur lui. Ça faisait trop mal. Alors je montais dans ma chambre, j'attendais la nuit, je mettais de belles chaussures et j'allais faire la fête avec mes copains. Et quand je revenais vers 9h du matin, parfois j'écoutais ce qui se passait derrière sa chambre et je l'entendais prier. Shema Israël Adonai, Eloheinu Echad. Shema Israël Adonai, Eloheinu Echad. Mon père priait. Ma mère et mes sœurs restaient parfois à son chevet pour lui raconter des histoires ou pour caresser son front. Mais moi, non. Je sais pas pourquoi, j'en étais incapable. C'est con, j'aurais pu prendre un petit peu de temps, moi aussi, pour rester avec lui et lui parler. Mais j'avais 20 ans. Qu'est-ce que j'avais à dire ? Et c'est à ce moment-là que j'ai frappé à la porte de Martine, la serveuse du Myrano, pour lui dire que j'étais amoureux d'elle. Mais elle ne m'a pas ouvert parce que j'étais complètement bourré. Alors j'ai dégueulé sur sa porte et je me suis endormi tout habillé dans mon vomi. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé Plastique Bertrand dans le parking du Myrano et qu'il m'a invité à une soirée privée chez lui où on a bu du champagne et on a pris de la cocaïne toute la nuit. Franchement, c'est pas des trucs à raconter à son père, ça. Et sur son lit de mort, en plus. Il y avait du monde à son enterrement. Il y avait des jeunes, des vieux, des juifs, des goïms, des militants du monde entier, et même des gens qui ne l'étaient pas. Et au moment de mettre le cercueil en terre, ma sœur Michel a pris sa guitare pour chanter l'appel du Comintern. L'homme veut avoir du pain, oui, et il veut avoir du pain tous les jours. Du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de patron. L'homme veut avoir des bottes, oui,
Il veut avoir des bottes tout l'hiver, des bottes et pas de... des bottes et pas de patron. Marchons au pas, camarades de tous les fronts. Range-toi dans le rang de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. C'était beau. Mais moi, ça m'a fait un peu chier, parce que c'est un père que j'enterrais. Un père, un papa, pas un militant. 56 ans. 56 ans, c'est jeune. 56 ans, c'est l'âge que j'aurai dans 6 ans. Ça veut dire qu'il me reste exactement 6 ans pour parler 6 langues, écrire 9 bouquins, créer 15 revues politiques avec mes copains, participer à 8650 manifestations et surtout croire que le monde va changer demain. Le problème, c'est que je n'arrive pas à la cheville de mon père. Je ne parle qu'une seule langue, et encore, vous n'avez pas vu quand j'écris. Je n'ai jamais foutu les pieds à l'université, sauf pour voir un concert de Bernard Lavilliers quand j'avais 12 ans. Je ne lis que les pages football dans le soir. Parfois, j'emmène le monde diplomatique en vacances, mais je ne le lis jamais. Je n'ai bien sûr jamais lu Le Drapeau Rouge, le journal du Parti communiste belge, puisque le Parti communiste belge n'existe plus. Par contre, oui, j'ai traversé aucune guerre, sauf celle contre la drogue, et celle-là, oui, je l'ai gagnée. Du coup, je ne me couche plus à 9h du matin. C'est moi qui ai un fils maintenant. Il s'appelle Félix, il a 15 ans, il fait du rap. Tu verras bien, ma belle, que mes larmes sont bel et bien réelles. Et comme son grand-père, il tape à la machine quand il écrit. Enfin non, je veux dire, il tape sur son ordi. Parce qu'il a une écriture de cochon. C'est parce qu'il est dyspraxique. C'est une séquelle de sa grande prématurité. Parce que oui, il est né très prématuré, à 6 mois exactement. Il pesait 770 grammes quand il est né, 770 grammes. Un portable. D'ailleurs, on ne savait même pas s'il allait vivre ou non. Et l'infirmière qui le gardait m'a conseillé de lui mettre de la musique dans sa couveuse, parce qu'il paraît que ça leur fait du bien aux grands prématurés. Alors je suis parti chez moi, j'ai pris ce que j'avais vraiment de mieux comme musique. Les Clash, Duran Duran, Kid Creole and the Coconuts. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est du Mozart que j'ai choisi. Et aujourd'hui, il va bien. Et l'autre jour, on est allé manger chez mon ami Franck, un ami à moi, un mec sympa, vraiment, que j'aime bien, avec lequel je me marre sur tout. Et à la fin du repas, mon ami Franck m'a encore dit que Israël était un pays formidable et que franchement, je devrais y aller pour voir. Il m'a encore dit qu'il y avait plein d'artistes géniaux là-bas et des gens qui pensaient plein de trucs différents. Il m'a encore dit qu'Israël pratiquait une politique un peu dure, certes, mais que tous les pays du monde avaient le droit de vivre en paix et en sécurité. Il m'a encore dit que c'était quand même la seule démocratie de la région. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je trouve qu'il a raison ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que contrairement à mon père, je ne voulais pas me disputer avec un ami. Mais sur le chemin du retour, Félix, mon fils, m'a dit « Tu sais, papa, le peuple palestinien a été spolié de sa terre et continue de l'être par l'État israélien. Tu sais, papa, le fait d'avoir habité une terre il y a 2000 ans ou le fait d'avoir subi la Shoah, c'est pas une raison suffisante pour opprimer un peuple. Et le racisme, papa, au même titre que l'antisémitisme, faut combattre ça partout dans le monde. Et pour ma part, papa, j'ai pas envie de vivre dans un État juif où les juifs se retrouvent entre eux. » Et là, ça m'a... Même si c'était plus clair quand son grand-père le disait.